Bonjour et bienvenue aux apartés créatifs du Crous. Le Crous de Strasbourg vous propose une série de rendez-vous autour des disciplines spectacles vivants de ces concours. Nous sommes accompagnés de professionnels du milieu et ces entretiens ont pour but d'apporter une aide théorique et méthodologique aux candidats potentiels de ces concours et aux étudiants ayant une activité artistique. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au monde de la musique. Nous allons répondre à ces questions. Comment optimiser l'enregistrement et la diffusion digitale de mes morceaux avec deux personnalités. Tout d'abord Christophe Pulon, ingénieur son, et monsieur Joël Beyler, manager du label Diez Records. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Christophe. Christophe Pulon, vous êtes ingénieur du son. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre métier ? Alors moi je suis ingénieur du son et réalisateur artistique, indépendant depuis plusieurs années. Et je suis aussi fondateur et directeur artistique d'une maison d'édition qui s'appelle Bird Call, avec Joël ici présent. Et mon travail dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt l'approche effectivement réal et ingé son. Et mon taf effectivement, c'est de produire et réaliser des disques avec différents artistes de différents genres. Joël, comment peut-on définir le métier de manager ? Alors moi j'ai monté un label de musique, donc ce qu'on appelle une maison de disques, qui consiste du coup à repérer des artistes, à les accompagner et à produire leurs enregistrements, à les diffuser, à les distribuer. Et on a aussi développé au niveau de la structure Diez 14 Records des activités de management, de manager, j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir, et de booking, c'est-à-dire organiser les tournées, rechercher des dates de concert pour les artistes. Et puis donc on travaille aussi avec Christophe sur des projets artistiques en particulier, mais aussi au sein d'une jeune structure d'édition qui s'appelle Bird Call Publishing. Tout au long de cet entretien, on va essayer d'avoir une artiste fil rouge que vous connaissez bien tous les deux, que je connais bien également, une artiste strasbourgeoise. Peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu, c'est Claire Faravarjo. Bon, on va laisser le manager en parler. Bah oui, Claire, donc effectivement une artiste strasbourgeoise qui développe un projet de pop électro française, French pop, et que moi j'ai eu la chance de rencontrer en 2017 autour de... Elle se posait des questions sur comment lancer son projet, et puis du coup on s'est rencontrés dans ce cadre-là, on a échangé sur ce qu'elle voulait faire, et puis on a commencé à mettre en place son projet sur toutes ses dimensions artistiques, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments à prendre en compte et d'autres choses à organiser. Et puis Christophe, on a travaillé avec lui en 2018, si je ne dis pas de bêtises, autour de la production de l'album Nightclub qu'on a commencé à ce moment-là. Ça a commencé avec justement juste avant Bourges. Oui. Où il y avait besoin de revoir des titres en vue de faire un mini EP rapide, démo de 3-4 titres pour Bourges. Et c'était il y avait un appel au secours de Claire via son frère. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Et exactement. On a décidé de s'attaquer à ce projet. Donc effectivement, il y a des opportunités parfois qui égrènent une carrière ou qui les accélèrent. Et on a eu la chance, du coup, avec Claire en 2018, d'être sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges, qui est un tremplin, comme on dit dans ce milieu-là, un peu comme celui du Crous, finalement. Et du coup, effectivement, on a eu besoin de travailler des sons pour avoir des actualités à produire et à partager au public et aux professionnels à l'occasion du concert aux Inouïs du Printemps de Bourges. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de Christophe. Et qu'on ne s'est plus lâché. Alors, la question principale de cet entretien, c'est comment optimiser l'enregistrement et la diffusion digitale de ces morceaux. Mais vous avez voulu, tout d'abord, en préalable, insister, Joël, sur l'importance de tout le processus en amont de l'enregistrement et de l'entrée en studio, en gros, le management de l'artiste. Oui, effectivement, je trouvais intéressant de prendre un peu de recul parce que quand on arrive à la phase enregistrement, qu'on rentre en studio, qu'on s'adresse à des gens comme Christophe, ça suppose peut-être d'avoir déjà construit son projet, d'avoir imaginé une trajectoire. Enfin, tout ça, c'est une histoire d'objectifs. C'est-à-dire quels objectifs on poursuit quand on est artiste. On peut faire de la musique pour le fun. Enfin, j'espère que tout le monde fait de la musique pour le fun avant tout, mais quand on veut, je pense, aller un peu plus loin, se professionnaliser, développer un projet, je pense qu'il y a matière à penser des stratégies. C'est le travail que peut accompagner un manager, mais l'artiste peut aussi construire cette stratégie évidemment lui-même. Et effectivement, il y a des questions à se poser. Pourquoi on fait ça? Dans quelle optique? Pourquoi aussi est-ce qu'on veut aller en studio? Est-ce que c'est pour enregistrer des sons
pour des premiers sons, pour démarcher des professionnels, trouver des dates ou autres? Est-ce qu'on veut produire un EP, un album, donc des formats plus ou moins courts ou plus ou moins longs d'enregistrement? Il y a un peu toutes ces questions à se poser. Et puis, au-delà de ça, donc là on est beaucoup sur le son, hein, normal, on fait de la musique, mais il y a tous les enjeux aussi autour de l'image, hein, de l'artiste, donc l'identité musicale, mais aussi l'identité visuelle, hein, vraiment construire tous ces éléments pour que quand on sorte quelque chose, tout ça puisse être bonifié. Hein. Quand on publie un enregistrement, il faut que les éléments de communication soient là, faut que tout ça génère de l'audience, génère voilà, du buzz, comme on dit. Hein. L'objectif, c'est vraiment de réussir à faire ça et de penser aussi une stratégie d'actualité, parce que sortir un album trop vite, c'est pas forcément la bonne solution, surtout si on n'a pas la capacité ou le temps ou les moyens de produire d'autres choses rapidement derrière. Donc il vaut mieux aussi égrener tout ça. Donc moi je pense qu'il y a un travail préalable à faire qui est de projeter tout ça dans l'espace-temps, hein, un outil central qui s'appelle le rétroplanning, qui est nécessaire comme ça pour baliser les étapes et puis se poser aussi des questions sur tout ce qui tourne autour de la professionnalisation. Est-ce que je veux gagner ma vie en faisant de la musique? Est-ce que je veux développer mon projet par la scène? En ce moment, c'est un peu compliqué, mais on espère bien pouvoir rebondir. Est-ce que je suis plutôt dans une optique de production et de distribution de mes morceaux exclusivement digitale? Voilà. Tout ça, c'est des choses qui viennent nourrir le projet et qui font qu'on ne va pas forcément le travailler ou le construire de la même façon. Complètement. Compléter, Christophe? Non, mais j'ai été écouté, c'était magnifique, c'était parfait. Pour revenir sur notre artiste fil rouge, quelle a été la stratégie avec Claire Faravarjo? Alors avec Claire, la stratégie, elle était relativement simple. L'idée, c'était de travailler sur les quelques titres qui étaient prêts à cette époque-là. Hein. Elle avait commencé à enregistrer des choses, des maquettes chez elle. Donc on a retenu certains de ces titres-là pour justement aller les travailler en studio. Et ensuite, on a travaillé le calendrier en sortant un premier single. Un premier single qu'on a sorti, si ma mémoire est bonne, juste avant l'été 2017. Et puis on a du coup travaillé la promotion de ce single, donc la distribution évidemment, on y reviendra, et la promotion, c'est-à-dire on a envoyé des communiqués de presse aux journalistes pour annoncer la sortie de ce premier single, de cette première chanson, et de présenter l'artiste. Et on a préparé. Ensuite, donc ça c'était avant l'été, on avait planifié de sortir un second single accompagné d'un clip cette fois-ci. Donc ça c'est très important aussi le rôle de l'image, hein, dans le développement de projets artistiques. On avait prévu de sortir un clip du coup au mois d'octobre parce que on sait aussi comment agencer son calendrier avec des opportunités. On sait qu'au mois de septembre-octobre ont lieu la plupart des tremplins, enfin les dossiers de candidature des tremplins. Donc on voulait aussi arriver avec du son nouveau à ce moment-là. On en vient à notre partie comment enregistrer, comment optimiser l'enregistrement de ces morceaux avec vous, Christophe Pulon. Je rappelle que vous êtes ingénieur son et réalisateur artistique. Claire Faravarjo, quand elle est arrivée dans votre studio, elle avait déjà une pré-maquette. Vous insistez, je crois, sur cette notion de pré-maquette. Complètement. Depuis quelques années, le matériel informatique et lié au son s'étant démocratisé et baissé en termes de tarifs, j'explique systématiquement au groupe avec qui je travaille ou que je côtoie ou que je rencontre l'importance de pouvoir maqueter ces titres en amont. C'est-à-dire que déjà, en figeant leur musique sur un support, avec la qualité, peu importe, c'est pas un problème. Ça leur permet déjà de voir leurs morceaux et de pouvoir voir, surtout, écouter l'univers qui se dégage de leur musique. Donc déjà, ça leur permet d'avoir un premier recul qui est le leur. Et en plus, ils peuvent aussi demander à d'autres personnes extérieures d'écouter leur musique et de savoir ce qui est bien ou pas bien. Et ça permet aux jeunes artistes de pouvoir tout de suite corriger le tir et d'avoir une vision peut-être meilleure déjà. Et sur le moyen et long terme de leur projet. Donc c'est hyper important de faire des maquettes. Pourquoi? Parce que débarquer en studio un jour en disant ça coûte cher déjà, parce qu'il faut quand même payer les journées, et ne pas savoir où on va, ça risque de faire perdre beaucoup de temps et de l'argent de fait. Donc
tous les artistes avec qui je travaille, moi personnellement, systématiquement, je leur demande des maquettes. Je veux savoir ce qu'ils font, je veux savoir ce qu'ils ont fait, je veux savoir où ils en sont. Parce que si je juge qu'un artiste, en écoutant ses maquettes, je peux entendre très vite s'il est au point ou pas. Et en fonction de ses maquettes, je vais pouvoir lui dire d'aller retravailler soit ses paroles, soit sa musique, les harmonies ou les lignes mélodiques qu'il peut avoir, ou la structure même des morceaux qui parfois peut être complètement alambiquée et ne veut absolument rien dire pour la plupart des gens, sauf pour l'artiste en lui-même. Et ça me permet déjà d'élaguer et de faire un pré-travail avant éventuellement de passer à l'étape d'après qui sera de rentrer en studio avec cet artiste ou de faire de la véritable réalisation artistique avec lui. Voilà. Quel est le cheminement ensuite pour arriver de la maquette, au produit final? Une fois que déjà on a fait ce premier travail d'écouter les maquettes, de vérifier, de faire un choix justement avec le management ou le label de quels titres sont les plus opportuns à avoir. Alors ça, généralement, bizarrement, le réalisateur artistique, il n'a pas trop la main là-dessus. C'est-à-dire qu'on lui livre des morceaux et lui, il ne choisit pas. Et en gros, il y en a 12, 13 qui ont été sélectionnés en amont et on lui dit il faut bosser dessus. J'avoue que moi, étant été multi-casquette et multi-machin, j'avoue qu'avoir un œil quand même sur ce qui se passe en amont, de voir tous les titres et pouvoir dire non, mais en fait, je pense qu'il y a un titre que vous allez jeter à la poubelle, qu'il faut utiliser et qu'il faut garder, quoi. C'est déjà, ça m'est arrivé très très souvent, avec plein d'artistes avec qui j'ai bossé, il y avait des titres qui partaient à la poubelle par rapport au disque et qui se sont retrouvés sur le disque à la fin. Bref, j'ai digressé, mais c'est pas grave, c'était par rapport aux maquettes. Néanmoins, ensuite, la prochaine étape, une fois qu'on a fait toutes ces sélections de morceaux, on va effectivement faire ce qu'on appelle des pré-productions. C'est encore une étape encore avant le studio. Donc quand on va bosser en réal, on est avec l'artiste, on récupère ses projets et là on fait, on refait encore une déconstruction. On va des fois encore mettre des coups de ciseaux dans la structure, encore refaire quelques arrangements et on va choisir les sons en se disant ah ce son ne va pas, par contre la ligne mélodique est géniale, mais on va changer telle ligne de clavier par un autre son de clavier qui sera plus opportun et qui collera mieux à ton univers. Toutes ces genres de petites choses là. Et une fois qu'on est d'accord à peu près sur le son global et la direction artistique de tout le disque, c'est là qu'on va vraiment attaquer la partie production du disque, en faisant les choix de rentrer dans tel ou tel studio ou faire telle ou telle prise de son avec tel ou tel micro pour telle ou telle chose. Quand on est concentré sur ce que l'on fait, combien de temps, à peu près en moyenne, entre la pré-maquette, la maquette et enfin le produit final? C'est variable. C'est super variable en fait. Ça dépendra vraiment de la vitesse de travail de l'artiste. Je veux pas donner de généralité, mais ça peut très bien être 1 an, comme ça peut être 3-4 ans. Hein. Il y a des artistes où il peut se passer 3-4 ans entre le moment où ils sont en pleine gestation de leur projet, de ce qu'ils vont faire, d'écriture, et passer maquette, pré-production, album fini. Ça peut être très très long, comme parfois ça peut être aussi très très court. Dans le cas de Claire, par exemple, c'est allé mais incroyablement vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où je l'ai rencontrée en 2018, où elle m'avait dit ouais, il faudrait corriger ces quelques titres, c'était pour... C'était Minuit, non, ou après Bombarde. C'était Bombarde. C'était Bombarde. Au final, il y avait 2-3 titres qu'il fallait absolument finir de produire et sortir rapidement pour Bourges et pour faire de l'actualité. Après ça, elle est tout de suite partie sur l'album en l'espace de quelques mois. Donc entre le moment où on s'est dit ok, on va faire de la maquette et de la pré-prod et le moment où l'album était fini, je pense qu'elle a mis à peine 1 an. Je pense qu'à partir de Bombarde, elle avait une idée, et puis on avait, puisque ça se partage, une idée assez précise de où on voulait aller au niveau des sons. Elle avait écrit évidemment en amont, elle avait maquetté, testé des choses. Et il y a quelque chose que Christophe n'a pas encore dit, mais sur lequel je me permets d'insister, c'est que tout ça, c'est de l'humain aussi. Il y a une dimension, c'est du relationnel, voilà, qui est relativement important. Effectivement, il faut se sentir en confiance avec les gens et du coup, c'est d'autant plus facile. Hein. Et je pense aussi bien entre Christophe et Claire ou entre Christophe et moi, voilà, il y a eu un feeling d'entrée de jeu assez rapide. On ne se connaissait pas très bien, hein, par ailleurs. Et je pense que Christophe, il a tout de suite su où Claire voulait aller. Et
Et donc c'était relativement rapide parce que limpide aussi. Mais comme il disait très justement, il a aussi fait ce travail d'étudier son univers, de l'écouter pour savoir où elle veut aller. Et ça c'est important. Et ça c'est une grande différence plutôt que d'aller dans un studio où tu connais pas. Et si tu n'as pas fait le travail de pré-maquette, ben, c'est trop tard, quoi. Tu vas enregistrer ce que tu as préparé. Et ce feedback, tu ne peux plus l'avoir, quoi. Donc c'est essentiel d'avoir ce... Mais en fait, tout dépendra du stade du projet. Tout dépend du stade du projet. Si par exemple, on prend le cas de figure d'un groupe, comme il y en a plein qu'on a déjà rencontrés, ils sont, je ne sais pas moi, Agno, Brumat, peu importe, dans les villes un peu, les grandes villes à côté de Strasbourg, ou même ailleurs en France, on s'en fiche, c'est pas le problème. Et plein de groupes veulent faire des maquettes en se disant, je veux faire des concerts. Okay, ils n'ont pas forcément les moyens, en plus d'avoir un ordinateur à la maison ou de faire leur maquette eux-mêmes. Bah, bien souvent, ils vont mettre des sous de côté et ils vont se dire je vais dans tel ou tel studio parce que il a un nom, parce que tout le monde j'ai entendu parler, tout le monde va là-bas. Et ils y vont. Et effectivement, pour ces groupes-là, ils ne savent même pas ce que c'est un réalisateur. Ils pensent que la musique qu'ils font, elle est très bien. Et ils n'ont surtout pas l'envie de dépasser des caps ou de professionnalisation. Ils veulent juste faire de la musique et avoir un objet à faire écouter, souvent à leurs proches, à leurs amis, à leur cercle d'amis. Enfin, tu vois, c'est un cercle assez fermé. Pas très large, en tout cas. Et du coup, le fait de passer dans un studio avec un ingé son, on va dire... pas quelconque, mais pas forcément connu par les gars, pose pas de réels problèmes. Les problèmes vont commencer à arriver si, par exemple, ils ont un souhait de s'inscrire dans une ligne musicale très particulière et avec une envie surtout d'être écouté et d'aller un peu plus loin que juste être écouté par un cercle proche d'individus. Où là, la question de savoir avec qui je bosse et pourquoi je le fais va se poser. Avec la recherche d'un son très spécifique ou ce genre de choses, quoi. C'est vrai que voilà, c'est une histoire de projet, d'envie, de dynamique. Il y a des gens qui fonctionnent avec cette énergie aussi du studio, quoi. On va en studio 3 jours et bam, on enregistre plein de titres, on voit ce que ça donne. Il y a vraiment différentes logiques de production, mais il y a un truc que tu as dit aussi qui est très juste, c'est la question pécuniaire. En tant que patron label, le job, c'est aussi d'investir et de financer les enregistrements. Donc évidemment, la durée de studio, on y est forcément sensible, puisque les journées qui s'allongent, qui s'alignent, ça fait grimper les budgets. Donc effectivement, il faut aussi envoyer l'artiste en studio quand il est prêt à enregistrer quelque chose, quoi. Parce que s'il y passe une semaine et que... il revient avec des enregistrements qui ne sont pas satisfaisants, le budget il est dépensé par ailleurs, quoi. Donc voilà, en tout cas ça se travaille, ça se réfléchit, il faut se poser des questions, qu'est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on veut enregistrer l'énergie brute de ce qu'on a envie de raconter musicalement à ce moment-là, ou au contraire, est-ce qu'on prend le temps de maqueter, de soumettre ça à des professionnels pour avoir leur avis. Évidemment, ça allonge du timing, mais c'est une autre démarche. Qu'on n'est pas à côté d'une bonne surprise. Je veux dire, moi, encore récemment, je veux dire, les nouvelles générations n'arrêtent pas de mettre des claques à chaque fois. En plus, ça va dans le sens que j'ai toujours défendu de presque 20 ans. Rien qu'un artiste comme Billie Eilish, par exemple, avec son frère Sfinas, alors je vais un peu loin, mais ils ont tout fait eux-mêmes. Ouais. Et même au niveau de l'enregistrement, de la production. C'est-à-dire que eux, l'étape d'après, ça a été juste trouver quelqu'un qui mixait le disque et le masterise. Donc les étapes à la fin de la production d'un disque, juste pour qu'il soit ensuite diffusable et commercialisable. Ils ont tout fait dans leur chambre. C'est pour ça que j'aime bien le principe de maquette et écouter les maquettes des artistes, parce que ça arrive désormais que ces jeunes artistes, ces jeunes musiciens, ces jeunes groupes fassent des choses, mais vraiment très 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 bien. Et du coup, on n'est plus obligé de passer un temps fou dans des studios. Si l'enregistrement de base a bien été fait parce qu'ils se sont bien concentrés, ils ont bien compris comment travailler et qu'il y a eu un relationnel peut-être avec un réalisateur ou quelqu'un du genre, les maquettes fournies par ces artistes peuvent déjà être la base de l'album qui va être finalisé. Et parfois, on change que 2-3 choses, ça m'est déjà arrivé. Sur Claire, c'est Claire, hein, c'est le cas aussi. J'allais y venir. Claire, elle produit tout elle-même, elle est tellement exigeante que s'introduire dans son univers à elle, il faut savoir quelle porte on ouvre. Et si on passe par la porte, il va falloir trouver une fenêtre ouverte à un étage. Ça nous amène justement à une première question d'étudiant que je lis. Être indépendant aujourd'hui, est-ce toujours pertinent ? Ouais, plus que jamais. Complètement ? Ouais, plus que jamais. Attention,
Oui, et tu peux répondre. Allez-y, Joël. Vas-y, hein, tu avais l'air d'avoir... moi, j'étais en train de me dire, question piège. Question piège. On va dire que ça dépend du stade de développement que tu veux avoir, peut-être. Voilà. Indépendant... Rapprochons-nous des labels indépendants, alors, dans ce cas-là. En fait, indépendance, c'est une certaine limite. Indépendance, si on parle... je suis un artiste, je suis tout seul, je fais tout moi-même, ou est-ce que je vais chercher un éditeur ou un label ou un truc plus gros, on va dire qu'au départ d'une carrière, il vaut mieux être tout seul. Avoir des gens qu'on va rencontrer pour avoir des conseils, des gens qui regardent ce qui se passe, qui éventuellement auront envie de recontacter cet artiste, mais d'abord, il faut être tout seul. Parce que on n'est pas à l'abri que par soi-même, on fasse les choses très bien. Par contre, c'est intéressant quand même, je pense encore pour les jeunes artistes, d'avoir certaines structures indépendantes qui les aident et qui sont proches d'eux pour leurs projets. Et après, qu'ils signent ou pas, ça va de voir. Mais une signature, c'est généralement pas mal pour le mec qui a aidé quand même, ça permet quand même de récupérer quelques deniers. Oui, tout dépend ce qu'on... Il l'a dit Christophe, tout dépend ce qu'on appelle être indépendant. Hein, être... entrepreneur, oui, il n'y a pas de doute là-dessus, j'y reviendrai. Si être indépendant, c'est l'opposé des majors, j'en sais rien. Hein. C'est peut-être une question de choix, d'opportunité, de rencontre, oui, de coup de bol. Il y a aussi tout ça hein, dans une carrière musicale. Moi, en tout cas, le côté je fais moi-même, DIY, je pense que ça, c'est essentiel. Hein. Je pense qu'au début, de toute façon, il faut pas attendre qu'un entourage arrive de lui-même. D'attendre les bras croisés, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je pense qu'il faut foncer, il faut produire, il faut avancer, il faut développer son projet et l'entourage s'intéressera de fait au projet de toute façon aussi, ou alors il y aura des rencontres qui font que ça va devenir des évidences. Hein, un peu ce qui s'est passé, je pense, avec Claire ou avec Christophe. Voilà, à un moment, on s'est dit, bah ouais, j'ai envie de bosser avec un tel parce qu'il y a un feeling, parce qu'on sent les choses. Ça me paraît essentiel. Après, aujourd'hui, avec effectivement le digital, avec les réseaux sociaux, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, notamment distribuer sa musique, qu'on peut faire tout seul. On y reviendra, j'imagine. Par contre, quand on voit le temps qu'on passe à développer des projets sur les différentes facettes que ça suppose, le management, la question de la production musicale, la question de la distribution, la question des éditions, la question de toute la paperasserie qui accompagne tout ça, adhérer aux sociétés d'auteurs, adhérer aux sociétés de droit voisin, accéder à l'intermittence du spectacle, etc. Moi, je pense que plus on est nombreux à travailler un projet, plus c'est pertinent et plus ça va dans le sens de l'artiste, quoi. Après, effectivement, tout l'enjeu sera de réussir à développer un modèle économique autour du projet musical de l'artiste, parce que évidemment, plus il y a de partenaires, plus les parts du gâteau doivent être partagées, distribuées, entre guillemets. Donc évidemment, il faut que le gâteau grossisse, hein, sinon ça n'a pas de sens, quoi. On va parler justement avec vous, Joël, de la diffusion digitale de ces morceaux, en insistant sur la notion de diffusion progressive. Qu'est-ce que c'est et quelle a été la diffusion progressive pour Claire Faravarjo? Oui, alors la question de diffusion progressive, ouais, je vois, c'est plutôt ce que j'appellerais une stratégie d'actualité. Hein, c'est-à-dire, je pense que l'erreur à pas commettre, c'est de mettre 3 ans à composer un album, à mettre toutes ses économies dans le studio pour aller enregistrer son album, le faire mixer, le faire masteriser, de le faire presser ou pas en CD ou en vinyle. Et puis, quand on en est là, ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur le projet, le réflexe un peu naturel, c'est de se dire « Allez, on le sort ». On le sort et après… Allez, on le sort, et du coup, on le sort, hein, quand on est artiste. Et là, on se dit « Mais mince, si… » Quelques semaines après, on se dit c'est marrant, plus personne n'en parle, il ne s'est rien passé en termes de retombées médias ou autre, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que la musique, elle n'est pas bien, ou c'est juste peut-être que ce n'était pas suffisamment préparé, qu'il y a des plans promo à imaginer, il y a des plans de communication, il y a tout ça à anticiper. Et puis surtout, quand on est dans cette logique de production, qu'on met un peu de temps ou autre, il faut, je pense,
égrener les sorties, c'est-à-dire peut-être commencer par un single, peut-être relancer avec un clip, puis un deuxième single, pas non plus sortir que des singles, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus, quoique, hein, quand on analyse les tendances du marché de la musique, on est dans cette logique, on revient un peu au single 45 tours de l'époque. On ne reviendrait pas à la période des yéyés. Et on revient à... mon gars, mais bon, il n'y a pas que les yéyés. 50-60, c'est pas mal, c'était que du single. Donc, voilà, plutôt amener un single qui lui annonce un EP ou un album, relancer, garder un clip aussi pour après la sortie de l'EP ou de l'album pour justement avoir une relance, pour toujours avoir le coup d'après, si on peut dire ça comme ça, qui est prêt, et puis avoir une histoire un peu globale à raconter, quoi, un storytelling que tu peux mettre en avant dans les relations avec les médias, avec les partenaires, voilà, teaser, tenir en haleine, parce que si tu sors ton album et que tu mets 3 ans à produire le suivant et qu'il se passe rien entre, tout va tellement vite dans la musique que les gens vont t'oublier, quoi. Donc vaut mieux occuper le terrain, faut pas en faire trop non plus, mais avoir des mais moi, j'y vois d'autres intérêts aussi depuis des années à ce principe de sortie de singles au compte-gouttes plutôt que tout de suite des EP ou des albums. C'est qu'en sortant des singles pour un artiste, alors, en plus, il y a un nombre de plateformes diverses et variées. Tu as SoundCloud en plus qui permet de le faire depuis toujours, sans passer par Deezer ou Spotify si tu veux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'un single, tu peux le tester du coup. C'est-à-dire que tu envoies un titre que tu as fait, il est unique, tu fais la com dessus. Les gens vont l'écouter et si tu t'aperçois qu'il n'y a pas un retour très positif, ça peut permettre de corriger le tir. Ah, je ne suis pas sur la bonne voie artistique, ah, je me suis planté à tel endroit. C'est que plein de petits coups d'essai et après, donc ça veut dire le deuxième single que tu sors par exemple, c'est tout de suite, ah bah tiens, j'ai modifié ça parce que ça n'avait pas plu dans mon premier titre. Et ça permet à chaque fois de revenir sur la route. L'artiste pourrait un peu sortir, un peu divaguer, sinon ça permet à chaque fois de recadrer, de corriger le tir. Et je trouve ça pas mal, parce qu'au moins quand l'album il sort, tu vois, ou si t'en fais un, l'artiste a vu un peu a vu là où il devait aller, a vu ce que les gens étaient prêts à écouter de lui ou ce qu'il plébiscitait, et au moins quand il fait son disque, il y a une vraie cohérence et c'est plus efficace. Que si tu sors un album tout de suite, ou même un 6 titres tout de suite, sans avoir testé ta musique au préalable, mais alors s'il n'y a rien qui plaît, tu fais quoi? Tu auras dépensé tout ton temps et ton argent pour rien. Lorsqu'on a préparé cet entretien tous les trois, vous avez voulu tous les deux insister sur l'importance indéniable, mais relative au bout du compte, des plateformes de téléchargement, en alertant les étudiants, en leur précisant que ce n'était qu'un début. Vous pouvez préciser? J'y vais? Vas-y. Ouais, je prendrai la suite au cas où. Oui, ce qu'on imagine, enfin ce qu'on veut dire autour de cette thématique, c'est que aujourd'hui c'est très facile, hein, avec tout le monde a un ordi, tout le monde a Internet, ou presque, hein, mais c'est très facile de distribuer sa musique. Christophe en parlait, il y a des outils d'autodistribution, si je peux dire ça comme ça, très facilement accessibles, hein, SoundCloud, Bandcamp, voilà, tu crées un compte, tu uploads ta musique, tu peux mettre tes paroles, tu peux rajouter des contenus, c'est hyper facile, c'est des super leviers aussi, évidemment, de découverte, hein, parce qu'il y a un côté réseau social derrière ces plateformes, hein, voilà, de communauté, etc. Et puis après, il y a l'étape d'après qui consiste à mettre ces morceaux sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Et c'est à peine plus compliqué. C'est à peine plus compliqué, hein. Tu peux passer par un distributeur ou encore des agrégateurs. Il y en a des dizaines avec des services plus ou moins développés. Donc ça, faut prendre un peu le temps de regarder ça, mais à mon avis, c'est pas là que ça se joue. Et puis, tu uploads tes morceaux et tu les retrouves sur toutes ces plateformes. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est plus dans une problématique de faire distribuer sa musique. Ça, c'est accessible à tout un chacun. Le problème, c'est comment réussir à la faire écouter par les auditeurs. Là, il y a une stat qui circule là, en ce moment là, qui vient de sortir, c'est qu'il y a 40 000 titres qui sortent journalièrement sur Spotify. Moi, j'avais lu que c'était plus de 1000 ans de musique mis bout à bout, donc en gros, c'est beaucoup trop. C'est incroyable. Il faut réussir à se démarquer. Voilà, donc comment je fais pour que mes morceaux sortent du lot alors qu'il y en a 40 000 potentiellement qui sortent le même jour? Tout ça, c'est la promo, c'est ma façon de communiquer, c'est ce qui va faire mon originalité, le message aussi que je passe. Hein. Pas oublier que l'artiste, c'est un vecteur aussi de discours, de message, un passeur d'idées.
voire de propos politiques ou autres. C'est un personnage public en tout cas. Donc voilà, s'agit pas, oui, on peut mettre, il faut ou on peut choisir de mettre ses morceaux sur les plateformes digitales, ça appartient à tout un chacun, mais c'est pas ça qui va faire qu'on... Alors, c'est le paradoxe quoi, hein, d'Internet, on touche du coup un territoire potentiellement mondial, mais si personne ne sait que le morceau est dispo, qu'il est sorti ou autre, il va rien se passer quoi. Hein, donc voilà. Par exemple, dans les arbitrages qu'un groupe peut faire, plutôt que de se dire « allez, je me lance dans un album cher, coûteux, etc. et puis j'ai plus de sous pour tout ce qu'il y a autour, hein, pour faire un clip ou pour investir dans ma promo, dans le marketing digital ou autre, plutôt se dire bah, je vais faire 2-3 titres bien faits, un clip et puis un peu de promo que je peux faire moi-même ou que je peux confier à une agence de presse. Imagine le paradoxe, j'y ai pas fait trop attention encore, mais regarde, il y a encore quelques années, si ta fanbase était de 3000 ou 4000 fans, ça veut dire que tu avais vendu 3000, 4000 disques. Exactement. Ouais. Voilà. Maintenant, tu as 3000, 4000 fans, tu as gagné combien? Des clopinettes. Exactement. Il y a aussi ça tu fais bien de le souligner, le modèle économique du streaming, hein, les plateformes de streaming, n'a évidemment rien à voir, il se travaille dans la durée, hein, puisque une écoute complète du morceau, c'est 0,000 quelque chose, c'est des centimes, de quoi. Centimes, hein, c'est donc, vous vous rendez compte, pour ne faire ne serait-ce que l'équivalent d'un CD, voilà, alors que le CD avait l'avantage de rentrer du cash directement. Hein. Alors on vend encore quelques CD quand il y a des concerts. Pour les artistes en développement, hein, c'est moins évident. Les patrons des plateformes Deezer et Spotify te diront que pour l'instant, c'est normal qu'on soit dans cette phase un peu critique où les artistes ne gagnent pas suffisamment d'argent avec le streaming, parce qu'ils te disent tout le monde n'est pas encore au streaming. Le jour où on aura des milliards d'abonnés sur nos plateformes, les artistes seront mieux rémunérés. Et là, j'ai mis de grands doutes par rapport à ça, mais pourquoi pas, ça se tient, hein, mais pourquoi pas. Mais à 10 balles par mois, il était à 4 sur un compte. 10 balles par mois, tu as accès au catalogue mondial, y compris le bas de catalogue, alors qu'avant, c'était le prix d'un disque. Quoi. On vous sent très proches, on vous sent très complices tous les deux, mais est-ce qu'une artiste peut être tiraillée entre son manager et son ingénieur du son? Est-ce qu'il peut y avoir des conflits entre un manager et un ingénieur du son? Bah, je ne le souhaite pas, hein, franchement, c'est ça. voilà. Bah, c'est-à-dire que je sais pas, t'as le manager qui est déjà un peu comment je vais dire, la nounou de l'artiste, mais c'est pas la nounou, c'est le confident un peu. Ouais. Et par moment, un réalisateur artistique devient aussi le confident de l'artiste, parce qu'il est proche de ce qu'il est, et un réal peut aller chercher. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma position vis-à-vis des gens avec qui je travaille, et avec Claire plus particulièrement. Où j'ai besoin d'aller au fond, savoir qui elle est, qu'est-ce qui la tracasse dans la vie, au-delà de sa propre musique. Donc tu deviens... Je pense qu'il ne faut pas opposer, parce que moi j'ai besoin de Christophe, et Christophe a besoin de moi, et puis surtout on a besoin des artistes, parce que si on a beau dire ce qu'on veut, s'il n'y a pas d'artistes, notre job il sert à rien et il ne rime plus à rien. Donc non, je crois qu'on est plus dans des logiques de complémentarité. Hein. De quoi on a besoin pour faire avancer le projet, il faut trouver quelqu'un qui a ces compétences ou ces caractéristiques-là. Après, oui, j'imagine que dans des aventures professionnelles, comme toujours, il peut y avoir des mésententes, des mauvaises aventures, des histoires qui se finissent mal. Enfin, l'industrie musicale, elle est vaste. Hein. Elle est égrenée d'histoires comme ça, de disques qui ne sont jamais sortis parce qu'il y a eu du bisbis ou autre. Bon, voilà. Après, il y a une façon aussi de penser la musique. Moi, je pense qu'avec Christophe aussi, et puis plus généralement avec les gens qu'on travaille, on essaye aussi de mettre du sens dans ce qu'on fait. On a certaines valeurs qu'on essaye de défendre. Je pense que c'est important aussi. Hein. L'industrie musicale, elle a parfois un côté un peu requin, vampire, appelons-le comme on veut. Je pense qu'il y a des façons de penser l'industrie musicale aussi éthique, durable, et en construisant des relations dans la durée. Ça nous aide à trancher aussi, tu vois. Parce que bon, des fois, c'est Joël qui doit trancher entre Claire et moi, par exemple, et des fois, c'est moi qui dois... je dois avoir cette position-là et trancher entre Claire et Joël par rapport à certaines choses. À l'artistique. Parce qu'on a des points de vue qui diffèrent et qui sont complémentaires, et on peut voir les limites de certaines demandes qu'ils peuvent avoir d'un côté ou de l'autre. Donc c'est bien de garder le contact permanent. Ce n'est pas toujours le même qui a le dernier. C'est un peu triangulaire, tu vois. Il y a une espèce de truc triangulaire où tu as l'artiste et puis tu as Joël et moi. Et tu as des situations où l'artiste communique avec l'un et communique avec l'autre, tu vois.
mais ça arrive que les deux ne communiquent pas. Et nous, il y avait un besoin en permanence de communiquer, parce que Claire, c'est une artiste. Des fois, on la voit pas, elle est dans son univers, et elle part dans des trucs. Et puis après, on s'appelle, on fait, au fait, t'es sûr de ton coup? Mais qu'est-ce que t'as raconté? C'est pas vrai, c'était plutôt ça. Ah, ok. Et du coup, c'est important, tu vois. Ça, c'est important, et ça renvoie aussi à la casquette de manager. Hein. C'est de potentiellement on le disait avant, hein, autour d'un projet artistique, il y a plusieurs composantes, plusieurs partenaires. Donc, il faut aussi que cet écosystème communique hein, et échange et que l'info soit connue de tous, parce que sinon, ça peut vite. Faut que tout le monde tire dans le même sens pour que ça fonctionne, quoi. Le temps passe vite avec vous. On va quand même terminer avec 2 questions d'étudiantes, une chacun. La première, c'est pour vous, Christophe, en tant qu'ingénieur du son. Est-il possible aujourd'hui d'enregistrer ces morceaux en ignorant complètement le digital? Alors la question, le problème c'est que là, pour moi, je la vois doublement, donc je vois pas trop comment. En ignorant le digital, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que c'est enregistrer ses morceaux en ignorant le digital? Est-ce qu'elle part de la partie production? Ou est-ce qu'elle parle en ignorant le digital? Enregistrer ou distribuer? Parce que enregistrer au niveau de la partie instrument, tout simplement. Peut-on se passer aujourd'hui encore du digital et enregistrer un EP, enregistrer un album? Mais il finira quand même en digital. donc de toute manière, la finalité de la musique aujourd'hui, c'est le digital. Même les plus extrémistes d'extrémistes qui font des cassettes audio ou je sais pas quoi, là, qui veulent revenir, comme disait Francis Cabot, qui veulent enregistrer seulement avec des cordes, seulement, voilà. C'est ça, ça tient. Après, j'ai un très bon ami, hein, je veux dire, qui travaille qui travaille aussi avec la Strain, qui lui ne jure que par l'analogique. Et je trouve ça formidable. C'est un artisan, le gars, tu vois. Rémi, pour moi, il est formidable. Et lui, c'est tout à l'ancienne, sur bande, avec comme il faisait dans les années, enfin jusqu'à encore dans les années 2000, tu vois, fin 2000. Donc moi, j'admire ça. Par contre, moi, la vitesse la vitesse à laquelle je dois travailler, les artistes avec qui je travaille, je vois pas trop comment je pourrais me passer du digital. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Bon, ça dépend aussi peut-être des projets et de l'univers ou de la musicalité qu'on veut restituer. Moi, avant de venir, là, j'écoutais un morceau d'un artiste folk qui a enregistré son dernier album sur un petit appareil à cassette 4 pistes. Quoi. Il a fait ça pendant le confinement chez lui. C'est un choix de contrainte. Ça sonne du tonnerre, parce qu'il y a un côté très authentique par rapport à la musique qu'il fait. C'est juste incroyable. Je pense qu'il ne faut surtout pas le retoucher, ce truc-là, ou le réenregistrer, parce qu'il y a un grain. Quoi. Parce qu'il y a un choix. Il y a un vrai choix, il y a un choix artistique. C'est-à-dire, je me mets une contrainte, j'y vais jusqu'au bout et je dois faire quelque chose avec. Et c'est là où ça prend du sens de le garder tel quel, quoi. Effectivement, la contrainte. Toujours pour vous, Christophe, comment créer un studio d'enregistrement avec peu de moyens et une bonne qualité, est-ce possible? Alors, ce sont des questions d'étudiants, forcément, au niveau des moyens. Très bonne question. J'essaie de la mettre. Le plus important, c'est les oreilles. Hein. Je veux dire, après, le studio en lui-même. Ça s'achète pas. Hein. Ouais, ça coûte trop cher, un studio. Tu peux faire des choses très bien si tu as des idées, surtout, et que tu es un peu bricoleur. Parce qu'en fin de compte, c'est surtout du bricolage. Hein. Un studio, là-bas, c'est des ingénieurs, les mecs. Donc, c'était que du bricolage et trouver des solutions à une problématique donnée. Donc, si tu as une pièce comme celle-ci, là où on est, qui est grande, et que il y a une barrière à côté, là, juste ici, où tu peux mettre une régie. Si tu as un ordinateur qui est relativement bon, avec une carte son qui a suffisamment d'entrée et quelques micros, tu peux faire des très belles choses pour pas trop cher. Mais dépend sûrement aussi ce que tu veux enregistrer. Voilà. Après, il ne faut pas prétendre avoir une qualité proche des plus grands studios hollywoodiens avec 2000 balles. Quoi. Je veux dire, il faut quand même un peu relativiser. D'où l'importance de choisir tout de même un bon studio professionnel et un bon ingénieur du son, réalisateur. Ou alors il faut avoir l'expérience, effectivement. Ou alors l'expérience. Si tu as mon âge, effectivement, tu me mets dans une grotte avec 3 micros, je suis capable de faire des choses très bien, je pense. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Il nous reste 2 petites minutes ensemble. Joël, nouvelle question d'étudiant. Les réseaux peuvent-ils me permettre de me passer d'un manager? C'est une question qui peut revenir souvent. Moi, je prends un exemple qui est peut-être éloigné du vôtre, celui de Weshden, dont vous avez entendu parler. On a l'impression qu'elle sort de nulle part. On a l'impression qu'elle a créé son buzz toute seule, alors qu'en fait, il y a toute une équipe derrière. Ah oui, complètement, bien sûr. Il y a toute une équipe. C'est évident, même.
Avant elle, il y avait, comment il s'appelle, Fauve. Il y a toujours eu, il y a toujours des exceptions, des contre-exemples ou des exemples, justement, peu importe comment on le regarde. Moi, je pense qu'une fonction de management est essentielle. Hein, c'est-à-dire, il y a quand même derrière des compétences, c'est des métiers qu'on fait. Hein, on s'improvise pas sur ces sujets-là. On a des carnets d'adresses, on a des réseaux, on a des codes, on connaît les pratiques, les usages des métiers. Donc, je pense qu'à un moment donné, ces compétences-là servent le projet plus qu'elles ne le desservent. Ça me paraît être une évidence. Après, oui, il y a toujours des exemples d'artistes qui réussissent à tirer leur épingle du jeu dans l'urbain. On a un certain nombre d'exemples où il n'y a pas forcément d'entourage. Et des très bons artistes. Ouais, Weshden, c'est un très bon manager. Je pense qu'il ne faut pas, opposer, encore une fois, hein, je pense qu'il ne faut pas opposer. Mais après, c'est vrai qu'avec les outils informatiques, avec les réseaux sociaux, avec aujourd'hui toute la ressource qui existe autour de nous, on peut se passer d'entourage. Mais comme on peut éventuellement se passer d'un label, tout dépend ce qu'on recherche. Hein, tout dépend ce qu'on recherche. On a bien vu qu'on pouvait distribuer sa musique très facilement. Hein, mais à mon avis, ça se joue à d'autres endroits. Hein. C'est comment ces compétences-là viennent bonifier et optimiser le projet. Là, le cas de Weshden, en l'occurrence, pour moi, il y a eu un bon manager. Ouais. C'est un produit qui a été calibré pour répondre à une attente. Donc là, c'est pas de l'artistique. C'est un casting limite, tu vois. Ils l'ont chopé, ok, elle a la petite gueule qui va bien, elle minode, 16 ans, ok, très bien. Ça, c'est du market. À côté de ça, tu mets Billie Eilish, où là, c'est complètement pas du tout un produit marketé. C'est un frère et sa sœur dans une chambre à la maison qui font un album qui défonce et tout le monde fait « Oh, on l'a pas vu venir celui-là ». Voilà. Et là, du coup, tu en prends plein la tronche. Weshden, c'est de la création marketing. Il n'y a pas une recette, quoi. Il n'y a pas de recette. Il faut que chacun trouve la sienne. On va justement conclure avec notre fil rouge. Claire Faravarjo, quelle est votre stratégie, je ne sais pas si c'est le terme, hein, votre stratégie marketing pour Claire au niveau des réseaux, justement? Au niveau des réseaux, alors Claire, elle a toujours été très active sur les réseaux sociaux, hein, donc elle gère son image plutôt bien, elle est plutôt à la pointe de l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc là, on discute régulièrement des sujets, qu'est-ce qu'on met en avant, etc. Mais globalement, elle a relativement une assez grande carte blanche. Non, là où il y a un vrai défi autour du projet de Claire, c'est comment rebondir après cette période un peu compliquée qu'on vient de vivre, sachant qu'on a sorti l'album 2 semaines avant l'arrivée du premier confinement. Voilà, donc ça a un peu coupé court à toute la dynamique de promotion qui était vraiment en train de prendre au niveau national. Hein. Il y avait des chouettes radios, il commençait à se passer plein de trucs. Il y avait des super retours sur les disques. Il y avait des super retours. Mis tout de suite à un certain level et te dire, faut embrayer sur un deuxième album où il va falloir qu'on passe le cap, rendre un truc, pour l'attente de ces gens-là encore au-dessus, sachant qu'ils nous ont mis déjà très haut et qu'on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir réellement le défendre comme il le méritait. Il n'a pas eu la tournée. C'est dommage, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais. Et parce que si on enlève toute cette période, il est sorti hier, quoi. Mais bon, il s'est passé 1 an quasiment. Donc là, le défi va plutôt être là, quoi. Alors justement, on a travaillé pendant toute cette période pour justement, on a travaillé sur un EP réalisé et studio Chris ici présent, un EP de reprise de chansons françaises qui s'appelle L'amour, dont 2 titres sont déjà sortis. L'idée était d'amener du neuf. Sans pour autant passer tout de suite sur un nouvel album, parce que la matière est là, mais ça aurait été trop tôt par rapport à Nightclub, l'album précédent, qu'on veut encore défendre ou essayer de défendre quelques mois, quoi. Discuter avec vous, c'est passionnant. Si les étudiants veulent en savoir plus sur le label Diez Record, j'imagine qu'il y a un Diez 14 Record, autant pour moi, j'imagine qu'il y a un site internet. Un site internet, une page Facebook, Instagram, tout ce qui bouge. Diez 14 Record. Et puis Christophe Pulon, on vous retrouve également sur le web. Sans problème. Pour en savoir un petit peu plus sur votre activité d'ingénieur du son indépendant. Indépendant, ouais. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les concours du Crous, eh bien c'est facile, rendez-vous tout simplement sur étudiant.gouv.fr. Merci beaucoup, on a adoré parler musique avec vous et on espère avoir répondu à votre attente qui était tout simplement comment enregistrer et diffuser de manière digitale ces morceaux. Merci messieurs. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Christophe.